Ma famille pensait que ce serait drôle de m'abandonner dans un autre état. Voyons s'il peut rentrer tout seul, ont-ils ri avant de démarrer en voiture. Je ne suis jamais rentré. 15 ans plus tard, ils m'ont retrouvé. Sans cet appel manqué. Cet été-là, j'avais 22 ans. Ça devait être un été comme les autres, travailler pour une misère dans le magasin de bricolage de mon père, vivre encore chez mes parents parce que l'université n'était pas envisageable, selon les banques, selon mon père, et servir éternellement de punching ball à mon frère chouchou, Alan. On n'était pas vraiment pauvres, mais clairement pas le genre de famille à partir à Disney. Alors, quand Banks, c'est comme ça que j'appelais mon père, a annoncé un road trip familial pour le mariage de mon oncle dans le Colorado, j'aurais dû flairer l'arnaque. 3 jours après le début de ce cauchemar, je regrettais déjà de ne pas avoir inventé une excuse pour rester. Mon père et Alan alternaient leur jeu favori, rendre la vie de Salvador infernale. Maman, Irene, lançait parfois « ça suffit » dans sa voix faiblarde, mais tout le monde savait que ce n'était que pour la forme. Il faut que je vous parle de ma famille. Banks n'était pas juste un père chiant. C'était le genre à te réveiller à 3 heures du matin pour crier à propos d'une corvée oubliée, à balancer tes affaires s'il trébuchait dessus, à te répéter que tu ne valais rien depuis que tu savais parler. Alan a vite compris, soit le mini-moi de papa ou fini comme moi. Vous devinez quel chemin il a choisi. Ce matin-là, on s'est arrêté dans une aire de repos paumée au Colorado. Rien à des kilomètres à la ronde, juste des champs, des montagnes à l'horizon et un triste petit bâtiment avec toilette et distributeur. Je dormais à l'arrière du suburban et j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Mon père et Alan riaient à propos de je ne sais quoi, maman retouchait son maquillage dans le miroir du pare-soleil. Je me souviens exactement de ce que je portais, un vieux t-shirt Metallica délavé, un jean troué aux genoux et mes vents usés jusqu'à la corde. Je n'ai pas pris mon téléphone, il chargeait dans la voiture. Pas pris mon portefeuille non plus, pourquoi l'aurais-je fait? On était au milieu de nulle part, et je ne faisais qu'un saut aux toilettes. 10 minutes. C'est tout ce que j'ai pris, peut-être même moins. Quand je suis sorti, les yeux plissés sous le soleil du Colorado, la place de parking était vide. Le suburban vert foncé avait disparu. Au début, j'ai cru qu'ils avaient bougé la voiture pour une blague idiote. J'ai fait le tour de l'air. Rien. Le problème avec la trahison familiale, c'est que ça frappe plus fort que tout le reste. J'ai attendu 1 heure, assis sur le trottoir, à me répéter qu'ils voulaient juste me faire peur. Des gens allaient et venaient. Certains me lançaient des regards bizarres. Un routier m'a demandé si tout allait bien. J'ai menti. J'ai dit que j'attendais ma copine, encore dans les toilettes. Il a hoché la tête et s'est éloigné. Au bout de 2 heures, une sensation glaciale m'a envahi. Il ne reviendrait pas. Mon premier réflexe, c'était d'emprunter un téléphone, les appeler, les supplier de revenir. Mais alors que je m'approchais d'une mère avec 2 enfants, quelque chose m'a arrêté. Toute une vie de souvenirs a défilé dans ma tête. Chaque humiliation. Chaque éclat de rire à mes dépens. Chaque blague qui n'était qu'un acte de cruauté déguisée. Je pouvais presque entendre leur voix. Alan, mec, je parie qu'il pleure. Mon père, il s'en sortira, s'il est pas aussi débile qu'il en a l'air. Et ma mère, dans ses protestations molles, qui n'ont jamais rien changé. Alors j'ai pris une décision. Je suis allé vers cette mère et je lui ai demandé si je pouvais utiliser son téléphone. Mais je n'ai pas appelé ma famille. J'ai appelé les renseignements. J'ai obtenu le numéro du centre d'accueil le plus proche, à Grand Jonction, à environ 60 km. Puis je lui ai demandé si elle pouvait me déposer en ville. Je lui ai dit que ma famille avait dû partir en urgence mais qu'ils envoyaient quelqu'un pour me récupérer. Elle a hésité, mais j'ai dû lui sembler inoffensif, car elle a accepté. Cette première nuit au centre a été un électrochoc. Je n'avais que les vêtements que je portais. Pas d'argent, pas de papier, aucun contact. Dave, le responsable du centre, m'a laissé utiliser un ordinateur pour rechercher l'adresse de mon oncle, que j'avais vu sur l'invitation de mariage. J'ai pensé à m'y rendre, peut-être que je les retrouverai là-bas. Mais en fixant l'écran, une question m'est venue, pourquoi? Pourquoi courir après des gens qui m'avaient abandonné sur le bord de la route, pour rire? Alors j'ai ouvert une nouvelle adresse mail. J'ai cherché des ressources pour refaire mes papiers d'identité en urgence. J'ai tapé un travail payé en espèces. J'ai fait un plan. 2 jours plus tard, je lavais la vaisselle dans un petit resto appelé « Seniès ». La patronne, Géraldine, une femme d'une 60aine d'années avec des mèches violettes dans les cheveux gris et plus de tatouages que je ne l'aurais imaginé, m'a engagé sur le champ. J'étais entré, j'avais demandé s'ils avaient besoin d'aide. Je lui ai dit que mon portefeuille avait été volé,
mais que je cherchais du travail. Elle m'a regardé de la tête aux pieds et m'a dit, le plongeur est parti hier. Si tu voles, t'es mort. Commence maintenant. C'est ça, le truc avec le fond du trou, on ne peut que remonter. Pendant une semaine, j'ai fait des doubles shifts, dormi au centre d'accueil, porté des vêtements donnés. Dave m'a aidé à lancer les démarches pour refaire ma carte d'identité en contactant les registres d'état civil de mon état d'origine. J'ai acheté un téléphone prépayé bon marché chez Walmart avec l'argent de ma première paie. 7 jours après qu'ils m'ont abandonné, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai répondu. C'était ma mère. Sa voix tremblait. Où étais-je? Est-ce que j'allais bien? Il m'avait cherché partout. Des conneries. C'était censé être une blague. Double connerie. Ils avaient attendu 20 minutes plus bas sur la route, puis étaient revenus mais ne m'avaient pas trouvé. Triple putain de connerie. Je l'écoutais paniquer, feindre de s'inquiéter. En arrière-plan, j'entendais mon père dire de me dire d'arrêter mon cinéma et de ramener mon cul chez l'oncle Rick. J'ai entendu Alan rire. Salvador? T'es là? Dis quelque chose, on est mort d'inquiétude. Cette sensation glaciale dans mon ventre avait disparu. Il ne restait que la clarté. Vous vouliez voir si je pouvais me débrouiller tout seul, ai-je dit, la voix plus stable que jamais quand je leur parlais. Alors regardez-moi. J'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro, puis tous les autres numéros familiaux dont je me souvenais. Pour être sûr, je suis allé le lendemain dans une boutique Verizon et j'ai changé de numéro. 27 appels manqués avant ça. Je les imagine de plus en plus furieux en réalisant que leur punching ball ne reviendrait pas. Un mois plus tard, j'avais mon propre studio au-dessus d'une laverie automatique. C'était minuscule, et ça sentait l'adoucissant en permanence, mais c'était chez moi. J'étais devenu commis de cuisine chez Sony S, et Géraldine m'apprenait à couper des légumes correctement sans y laisser un doigt. Parfois, je consultais mon ancienne adresse mail. Les messages s'accumulaient. De ma mère, reviens à la maison, on est désolé. De mon père, cette gaminerie doit cesser maintenant. D'Alan, mec, c'était une blague, arrête de faire ta chochotte. Je n'ai jamais répondu. Pas une seule fois. C'est ça, la liberté, une fois qu'on y a goûté, on ne retourne plus jamais dans la cage. Je ne vais pas faire semblant que c'était facile. Certains soirs, je faisais défiler Instagram, je voyais des photos de famille normale, des gens qui s'aimaient vraiment, et ça me serrait le cœur. Aucun qu'ils aillent se faire foutre ne pouvait combler ce vide-là. Il y a eu des nuits où la solitude menaçait de m'engloutir. Les fêtes, c'était le pire. Mais chaque matin, je me réveillais dans mon petit appartement pourri qui sentait le Downy, j'allais à mon boulot de plongeur où personne ne me traitait d'incapable, et je construisais ma vie, une brique à la fois. 3 mois après qu'il m'ait laissé dans cette ère de repos, j'ai consulté ma boîte mail une dernière fois. Il y avait un nouveau message de ma mère. Ta grand-mère demande de tes nouvelles. S'il te plaît, dis-nous juste que tu es en vie. J'ai fermé l'email, supprimé le compte, et jeté ma vieille carte SIM dans la benne derrière Sony S. Ce soir-là, Géraldine m'a appris à faire sa fameuse tarte aux pommes. Elle m'a dit que j'avais de bonnes mains pour la pâtisserie. C'était le premier compliment sincère que je me souvenais avoir reçu depuis des années. Je ne me suis jamais retourné. Mise à jour 1. 5 ans après avoir été abandonné dans cette aire de repos du Colorado, je suis tombé sur un visage familier dans mon fil Facebook. Non pas parce que je traquais les profils de ma famille enfin, peut-être un peu mais parce qu'Alan venait d'être tagué dans un article local. Il avait été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il avait encastré sa voiture dans un poteau. Personne n'avait été blessé, sauf le poteau. Le journal avait utilisé sa photo du lycée, en tenue de footballeur. Il avait l'air si jeune, si suffisant. Rien à voir avec la photo de Mucho gonflé en dessous. C'est ça, le karma. Il avance à son rythme, mais il n'oublie jamais une adresse. À ce moment-là, j'avais construit quelque chose qui ressemblait à une vie au Colorado. Mon studio au-dessus de la laverie avait été remplacé par un T2 avec de vraies fenêtres. J'étais passé de plongeur à commis, puis à chef de partie, et enfin à assistant manager chez Sony S. Géraldine dirigeait toujours l'endroit d'une main de fer dans un gant couvert de farine, mais elle me traitait de moins en moins comme un cas social, et de plus en plus, comme un genre de neveu bizarre, peut-être. Mon premier vrai achat, une fois que j'avais un peu d'économie, fut un ordinateur portable correct. Rien de luxueux, juste de quoi suivre des cours en ligne au Community College. Gestion d'entreprise, comptabilité de base, les trucs que Banks disait toujours réservés à ceux qui ne sont pas faits pour le vrai boulot. Je passais mes matinées chez Sony S,
mes après-midi à étudier, mes soirées à retravailler. Et je recommençais. Écoutez, je ne vais pas mentir, j'étais encore bien secoué par ce qui s'était passé. Les problèmes de confiance, chez moi, c'était plutôt des abonnements avec résiliation immédiate dès que quelqu'un se rapprochait trop. En 5 ans, je m'étais fait exactement 2 amis, mon voisin Doug, qui jouait de la basse dans un groupe de garage affreux et me filait parfois de la bière maison qui avait le goût de liquide vaisselle au houblon, et Géraldine si on considère qu'elle est plus amie que patronne. Tout a changé quand Kendra a commencé à venir chez Sonies chaque mardi et jeudi, comme une horloge. Elle commandait toujours la même chose, omelette Denver sans tomate, café à volonté. Elle s'asseyait toujours au comptoir avec un manuel. J'ai appris plus tard qu'elle était en médecine. Elle avait cette façon de se plonger dans ses révisions, fourchette à mi-chemin de la bouche pendant de longues minutes. Un jour, je les chronométrais. Record, 7 minutes et 23 secondes avant qu'elle ne réalise qu'elle tenait des œufs froids. Il m'a fallu 4 mois de remplissage de café pour qu'elle lève enfin les yeux et me voie. Je veux dire, vraiment me voie. Ses yeux se sont légèrement écarquillés et elle a dit que mon badge était mal orthographié. Ce n'était pas vrai, mais c'est devenu notre petite blague bizarre. Chaque mardi et jeudi, je portais un nouveau prénom faux. Salvador, Salvado, Salvadour. Elle faisait semblant de s'en étonner, et moi de jouer la surprise. Le flirt le plus idiot de l'histoire de l'humanité. Mais ça a marché. Notre premier rendez-vous n'était même pas censé en être un. Son groupe d'études l'avait lâché à la dernière minute, elle avait une réservation dans une pizzeria impossible à réserver d'habitude, et j'étais justement en train d'essuyer le comptoir quand elle a reçu le message d'annulation. La seconde d'après, je me retrouvais assis en face d'elle chez Antonio, tous les deux un peu gênés de réaliser que ça ressemblait exactement à un rencard. 6 mois plus tard, elle emménageait dans mon appartement. 1 an après, on a trouvé un endroit un peu plus grand, rien de luxueux, juste un 2 pièces avec des toilettes qui ne coulaient pas en permanence et des voisins qui ne jouaient pas de solo de basse à 2 heures du matin. Pendant ce temps, je gardais un œil sur ma famille via des comptes anonymes. J'en suis pas fier, mais c'est comme ça. Le magasin de bricolage de mon père a commencé à avoir des difficultés après l'ouverture d'un Home Depot à la sortie de la ville. Je l'ai vu se plaindre sur les groupes Facebook de quartier, ses publications devenant de plus en plus amères et désespérées. Les réseaux sociaux de ma mère sont devenus une espèce de sanctuaire de la famille, rempli de photos souvenirs où l'on souriait tous, avec des messages disant qu'elle pensait à « ces garçons », au pluriel. C'était gonflé. Elle taguait Alan, mais ne me mentionnait jamais, comme si j'avais été effacé. Alan, lui, passait d'un boulot à l'autre, postait des trucs vagues sur les rageux et les nouvelles opportunités, le rideau de fumée classique de quelqu'un dont la vie part à la dérive. 3 ans plus tard, pendant l'inventaire, Géraldine m'a pris à part et m'a dit qu'elle pensait ouvrir une seconde enseigne de Sonies, de l'autre côté de la ville. Elle m'a demandé si je serais intéressé pour la diriger. Pas pour en être propriétaire, pour la gérer. Distinction importante. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me disais que c'était un test, une blague. Des gens comme moi ne reçoivent pas ce genre d'opportunité. Banks m'avait bien fait comprendre ça. C'est ça, le problème avec les croyances empoisonnées, elles restent en toi longtemps après que tu sois sorti du nid du serpent. Mais j'ai dit oui. Parce que Kendra, à moitié endormie à côté de moi, avait murmuré que je serais idiot de refuser. Parce que Doug, dans un nuage de fumée de weed, avait répondu « Ben ouais, t'as déjà un pied dans la boutique d'origine. » Parce que Géraldine n'était pas Banks, n'était pas ma famille, et ne m'avait jamais fait sentir que je valais moins que rien. Sonies a ouvert 6 mois plus tard. Plus petit que le premier, avec un menu différent. Mon menu. J'ai bossé 90 heures par semaine cette première année. J'ai perdu 5 kilos que je ne pouvais pas vraiment me permettre de perdre. Je me suis disputé avec Kendra parce que je n'étais jamais à la maison. Je suis rentré plus d'une fois sur des posts TS passifs-agressifs sur le frigo. Mais ça a marché. Les gens venaient. Les gens revenaient. La bouffe était bonne, l'ambiance aussi. On ne devenait pas riche, mais on tenait le coup. 4 ans après avoir été abandonné, je gagnais assez pour aider Kendra avec ses prêts étudiants en médecine. Pas tous, ces trucs-là sont monstrueux, mais assez pour faire une vraie différence. Elle a pleuré quand je lui ai montré la confirmation de paiement. Pas les pleurs de cinéma avec l'arme parfaitement placée. Des vrais sanglots, nez rouge, ok et tout. Je ne me suis jamais senti aussi vivant, aussi réel, que dans ce moment-là. Et puis ma grand-mère est morte. Je l'ai appris sur Facebook. Ma mère avait posté un long hommage dramatique, saturé d'émojis en forme de cœur. Mamie Rose avait été la seule à tenir tête à Banks, la seule à me voir pour ce que j'étais.
Elle me glissait des billets de $20 en douce, quand personne ne regardait, en me disant de les garder pour ma fuite. Je crois qu'elle pensait à l'université, mais au final, c'était plus littéral que ça. J'ai pensé aller aux funérailles. J'ai même regardé les billets d'avion. Kendra m'a dit qu'elle m'accompagnerait, qu'elle me tiendrait la main à travers toute cette réunion de famille infernale. Doug m'a proposé sa vieille voiture si je préférais conduire. Géraldine s'est contentée de hausser les épaules et de dire « Les morts ne savent pas si tu es là ou pas, alors fais ce qui t'apporte la paix. » Je n'y suis pas allé. À la place, j'ai envoyé des fleurs. Un bouquet de condoléances standard, signé « Salvador ». Pas d'adresse de retour, pas de mots. Juste mon prénom. L'explosion sur les réseaux sociaux a été immédiate. Ma mère parlait de « signes venus de l'au-delà ». Alan postait des trucs critiques sur le fil prodigue. Banks, lui, ne disait rien publiquement. Mais je pouvais imaginer la tempête derrière les portes closes. Une semaine plus tard, j'ai reçu une demande d'amis d'un profil inconnu. Un nom au hasard, pas de publication, pas d'amis. J'allais la supprimer quand j'ai vu le message. Sale, c'est l'oncle Rick. Ta mère m'a donné ton ancienne adresse mail, mais ça a été rejeté. Est-ce que tu vas bien? On s'inquiète. Ton père demande autour de lui. Cette nuit-là, j'ai bloqué le compte. Et j'ai eu ma première crise d'angoisse en 2 ans. Assis sur le carrelage de la salle de bain, à 3 heures du matin, essayant de ne pas réveiller Kendra, j'avais l'impression que mes poumons s'effondraient. J'imaginais Banks en train de me traquer, de débarquer chez Sonny S, de détruire tout ce que j'avais construit. Kendra m'a retrouvé là, 1 heure plus tard. Elle n'a posé aucune question, elle s'est simplement assise à côté de moi, son épaule touchant la mienne. Quand j'ai enfin pu respirer à nouveau, elle a dit la chose la plus simple, ils ne peuvent rien te prendre que tu ne leur donnes pas. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat, demandé conseil sur les ordonnances d'éloignement, au cas où. J'ai renforcé tous mes paramètres de confidentialité, demandé à Géraldine de prévenir le personnel de ne transmettre aucune information à qui que ce soit me concernant. Des gestes concrets. Contrôler ce qu'on peut contrôler. 5 ans jour pour jour après avoir été abandonné, j'ai épousé Kendra. Une petite cérémonie dans un parc d'État. Doug était mon témoin. Géraldine a fait le gâteau, et elle a pleuré tout le long, le mascara coulant sur ses joues ridées. La famille nombreuse et bruyante de Kendra m'a adopté instantanément. Son père faisait des blagues de papa sans me faire sursauter. Sa mère m'enlaçait sans déclencher d'alarme dans ma tête. C'est ça, la magie de la famille choisie. Parfois, c'est elle qui vous trouve, quand vous ne la cherchez plus. Une semaine après le mariage, en faisant défiler mon faux compte tard dans la nuit, je suis tombé dessus. Une publication de Banks sur une page communautaire. Il cherchait des informations sur son fils Salvador. Dernière localisation connue, Grand Junction, Colorado. Urgence familiale. Il n'y avait aucune urgence, je le savais. Ce que je ne savais pas, c'était pourquoi, après 5 ans de silence, il me cherchait soudainement. Alors j'ai creusé. J'ai créé un autre faux compte, rejoint les groupes de ma ville natale, et j'ai reconstitué le puzzle petit à petit. Le magasin de bricolage avait fermé. Leur maison était en saisie. Maman avait des soucis de santé qu'elle évoquait vaguement. Alan était revenu vivre chez eux après son 3e retrait de permis pour conduite en état d'ivresse. Ils ne me cherchaient pas parce que je leur manquais. Ils me cherchaient parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Et tu sais quoi? Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai souri en pensant à eux. Pas parce que leur malheur me réjouissait, mais parce que j'ai compris quelque chose d'important, je m'en fichais. J'ai refermé l'ordinateur portable, me suis glissé dans le lit auprès de ma femme endormie, et j'ai pris une décision. Je continuerai à les observer de loin. Pas par haine. Pas par amour. Mais parce que parfois, la meilleure vengeance, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on construit pendant qu'ils sont occupés à se détruire eux-mêmes. Dernière mise à jour. Tout a commencé par une notification LinkedIn. 15 ans après avoir été abandonné dans cette aire de repos du Colorado, la vie que j'avais construite si soigneusement a eu une faille. Quelqu'un avait consulté mon profil 27 fois en une seule journée. Rien d'anormal sur LinkedIn, les recruteurs font souvent des trucs bizarres. Ce qui était étrange, c'était le nom, Alan Matthew, mon frère. C'est ça, le passé. Il est patient. Il attend, caché dans les hautes herbes, pendant des années avant de frapper. À ce moment-là, ma vie ne ressemblait en rien à ma première année à Grand Jonction. Kendra avait terminé ses études de médecine, fait sa résidence, et travaillait maintenant dans une clinique locale 3 jours par semaine, pour pouvoir passer plus de temps avec nos enfants.
Nous en avions deux, Ellie, 7 ans, et Marcus, 4. L'appartement au-dessus de la laverie avait fait place à une maison modeste de 4 chambres, en périphérie de la ville. Rien de luxueux, mais un jardin pour que les enfants puissent jouer, et où je cultivais des tomates qui ne mûrissaient jamais tout à fait. Ce nièce s'était étendu à 3 établissements. Toujours pas une grande franchise, mais assez pour que je n'ai plus besoin de travailler sur la ligne, sauf quand quelqu'un était malade. Géraldine avait pris sa semi-retraite 2 ans plus tôt, même si elle débarquait encore sans prévenir pour critiquer notre façon de faire sa pâte à tarte. J'avais fait la paix avec mon passé. Du moins, c'est ce que je croyais. Je gardais encore un œil sur la famille de loin, mais cette surveillance s'était espacée. Peut-être une fois tous les quelques mois. La dernière chose que je savais, c'est que Banks et Irene avaient déménagé dans un logement plus petit après avoir perdu la maison. Alan s'était marié, divorcé, puis remarié. Ils semblaient tous avoir tourné la page. Moi aussi, j'avais construit ma propre vie. Mais ce truc sur LinkedIn m'a troublé. 15 ans de silence, et puis ça. J'en ai parlé à Kendra, un dimanche soir, alors qu'on faisait notre routine habituelle, plier le linge en regardant distraitement la série Netflix dont on avait quelques épisodes de retard. Elle s'est arrêtée, une chaussette dépareillée dans chaque main, et m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête, parce que pouvais-je dire d'autre? Que, tout à coup, je me sentais à nouveau comme ce garçon de 22 ans abandonné dans une aire d'autoroute? Que j'entendais encore la voix de Banks dans ma tête, me traitant de bon à rien. 3 jours plus tard, j'étais à Sunny Essay, le 2e établissement d'origine, pour aider à l'inventaire parce que notre fournisseur s'était encore trompé de filtre à café. Maya, à l'accueil, m'a appelé depuis le comptoir, il y a de la famille qui te demande. Ma première pensée a été pour les parents de Kendra, qui nous faisaient parfois des surprises quand ils passaient dans le coin. Je suis allé à l'avant, mon esprit déjà en train de trouver une façon de les convaincre de rester dîner. Ce n'était pas la famille de Kendra. Banks avait l'air plus vieux, plus gris. Sa silhouette autrefois imposante semblait rétrécie. Le visage d'Irene était marqué, tendu, comme celui de quelqu'un rongé par les soucis. Ses cheveux étaient teints d'un brun artificiel. Et Alan? Alan ressemblait à Banks à 40 ans. Même posture, même façon d'occuper l'espace. Il y avait aussi une jeune femme avec eux, que je ne connaissais pas. Je dirais début de la vingtaine. Elle restait en retrait, comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place dans ce moment. Personne ne parlait. Le bruit de l'heure du déjeuner semblait s'estomper, jusqu'à ce que je n'entende plus que les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. C'est Banks qui a rompu le silence en disant mon prénom, comme une question. J'ai hoché la tête, parce que ma voix, apparemment, était partie en vacances. Écoute, j'avais imaginé ce moment de 1000 façons différentes. Pendant plus de 15 ans, j'avais imaginé cette scène sous 1000 formes. Parfois, je les envoyais balader de manière spectaculaire. D'autres fois, j'étais distant, froid, totalement indifférent à leur existence. Et dans quelques scénarios nocturnes embarrassants, on avait même une réconciliation en larmes. Mais la réalité est toujours plus désordonnée que l'imaginaire. J'ai désigné une table vide dans le coin, demandé à Maya d'apporter des verres d'eau, puis je me suis assis en face de ceux qui, autrefois, étaient ma famille, et j'ai attendu. Ils m'avaient retrouvé grâce à un article de magazine, Rocky Mountain Rising, dit réussite locale. Ce n'était même pas un article principal, juste un encart avec une photo de moi devant le Sunny Essay d'origine. Mais apparemment, une amie de lycée de ma mère, qui avait déménagé au Colorado, l'avait vu et lui avait envoyé un message du genre « Ce n'est pas ton fils ?» Sans cet appel manqué. C'est le nombre de fois où ils avaient essayé de joindre mon ancien numéro au fil des ans, avant qu'il ne soit déconnecté. Maman avait gardé le compte. Elle l'a mentionné comme si ça devait signifier quelque chose. Ils parlaient tous en même temps. Maman racontait à quel point ils avaient été inquiets. Banks tentait de m'expliquer que j'avais mal compris ce qui s'était passé ce jour-là. Alan, mal à l'aise, jouait les vieux copains retrouvés. La jeune femme, la seconde épouse d'Alan, Poppy, m'observait simplement avec curiosité. Je les ai laissés parler, les ai regardés tordre la réalité à leur manière, celle où ils n'étaient pas les méchants. J'ai remarqué comment Banks ne cessait de jeter des coups d'œil au restaurant, estimant probablement sa valeur. J'ai vu la main de maman trembler légèrement en saisissant son verre d'eau. Et j'ai surpris le charme de façade d'Alan s'effriter dès qu'il croyait que je ne le regardais pas directement. Et puis, quand ils ont fini de parler, j'ai posé la seule question qui comptait, pourquoi maintenant? C'est là que la vérité est sortie, en morceaux, entre des silences gênants. Banks avait des problèmes cardiaques, des factures médicales, aucune assurance. Leur deuxième maison allait aussi être saisie.
L'entreprise d'Alan, un truc flou autour des crypto-monnaies, avait fait un énorme flop. Maman avait besoin d'une opération du genou qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ils n'étaient pas là pour une réconciliation. Ils étaient là pour l'argent. J'aurais dû être en colère, les mettre à la porte. Mais à la place, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, de la pitié. Ils avaient l'air si petits, si désespérés. Ces géants qui avaient autrefois contrôlé tout mon monde n'étaient que des gens brisés, imparfaits. Je les ai invités à dîner chez moi ce soir-là. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir, d'en parler avec Kendra. Ils ont accepté avec empressement. Banks semblait déjà considérer l'affaire comme conclue. Cet après-midi-là était surréaliste. J'ai récupéré Ellie à son cours de danse, aidé Marcus à préparer son exposé de maternelle, tout en envoyant des messages à Kendra pour lui dire qu'il venait dîner. Elle m'a proposé d'emmener les enfants chez sa sœur. J'ai dit non. Je voulais qu'ils soient là. Je voulais que ma famille rencontre ma famille. Le dîner, c'était des enchiladas au poulet. Ma spécialité, qui n'en était pas vraiment une, juste une recette trouvée au dos d'une vieille boîte d'El Paso et que j'avais perfectionnée au fil des années. Ellie a mis la table sans qu'on le lui demande, posant soigneusement les fourchettes du mauvais côté, jusqu'à ce que Kendra la corrige doucement. Marcus a insisté pour porter son costume de Spider-Man, parce qu'on était mardi, et apparemment maintenant, mardi était le jour de Spider-Man. Quand la sonnette a retenti, j'ai failli faire tomber le plat que je portais. Kendra a serré mon bras en passant à côté de moi, et m'a chuchoté qu'elle était là pour moi, quoi qu'il arrive. Les enfants ont levé les yeux, curieux, sentant que quelque chose d'important se passait. C'est ça, le problème avec les moments qu'on redoute. Quand ils arrivent enfin, ils sont à la fois pires et meilleurs qu'on les avait imaginés. Les présentations furent maladroites. Banks appelait sans cesse Kendra, Karen, malgré les corrections. Irene n'arrêtait pas de pleurer chaque fois qu'elle regardait les enfants, ce qui effrayait Marcus. Alan et Poppy étaient les moins pénibles, essayant vraiment d'avoir une conversation normale, même si Alan laissait tomber des allusions maladroites sur « la famille qui est de la famille ». Après le dîner, Kendra a emmené les enfants à l'étage pour le bain et le coucher, me lançant un regard qui disait clairement « envoie-moi un message si tu as besoin d'être secouru ». Et puis il ne restait que moi et eux, assis dans un salon qui me paraissait soudain trop étroit. Banks a lancé son discours. Comment la famille doit rester unie, comment il avait toujours su que je ferais quelque chose de ma vie un mensonge, comment ils avaient juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. 20 000 $. Juste un prêt. Bien sûr, je l'ai laissé finir. Puis je lui ai demandé s'il se souvenait de ce qu'il m'avait dit le jour de mes 18 ans. Il m'a regardé, l'air vide. Je lui ai rappelé, au moins tu ne pourras plus me décevoir, maintenant que tu n'es plus légalement mon problème. J'ai demandé à maman si elle se souvenait de ce qu'elle avait fait lorsque Banks avait jeté ma lettre d'admission au Community College à la poubelle. Rien. Elle n'avait rien fait. J'ai demandé à Alan s'il se rappelait avoir dit à ma première petite amie que j'étais sûrement un PD de toute façon, quand elle était venue me chercher chez moi. Ils se sont tortillés, ont cherché des excuses. Banks a commencé à prendre ce ton menaçant qui, autrefois, me faisait rétrécir. Mais voilà le truc, je ne rétrécissais plus. J'étais à 15 ans et à 1 million de kilomètres de cette version de moi. Je suis allé dans mon bureau, revenu avec une enveloppe. Je l'ai tendue à Banks. À l'intérieur, il y avait un chèque de 73,50 $. Banks a regardé le chèque, l'air perplexe, et m'a demandé ce que c'était censé signifier. Je lui ai dit qu'en 2010, c'était exactement le prix d'un billet de bus Greyhound de Grand Jonction jusqu'à notre ville natale. Le montant exact qu'il aurait fallu pour que je rentre chez moi, depuis l'endroit où il m'avait abandonné. Le silence a été total. Puis Banks s'est mis à crier. Il m'a traité d'ingrat, d'égoïste. Il a dit que j'avais toujours été une déception. Le best-of de mon enfance, joué une dernière fois. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement levé et je leur ai dit qu'il était temps de partir. Maman a tenté une autre approche, les larmes, la culpabilité. Comment pouvais-je faire ça à ma propre famille? Alan, lui, est devenu froid. Le masque du frère sympa est tombé d'un coup. Poppy, elle, semblait juste gênée pour eux tous. Quand ils sont enfin partis, Banks a froissé le chèque et l'a jeté sur notre perron. J'ai refermé la porte et je m'y suis adossé, les jambes soudainement faibles. Kendra est descendue, m'a demandé si ça allait. J'ai hoché la tête, sans faire confiance à ma voix. Nous avons rangé la vaisselle du dîner en silence, vérifié que les enfants dormaient bien, nous sommes préparés à aller au lit comme si c'était une soirée comme les autres. Pendant que j'activais le système de sécurité,
j'ai affiché la caméra de la porte d'entrée sur mon téléphone. Ils étaient encore là, dans l'allée, en train de se disputer. Banks gesticulait furieusement, maman pleurait, Alan regardait notre maison avec une expression que je connaissais trop bien, un mélange d'envie et de haine. Finalement, ils sont montés dans leur voiture de location et sont partis. Je ne les ai plus jamais vus, ni entendus. Et je ne m'attends pas à ce que ça change. Ce chapitre est clos. C'est ça, la vérité sur la vengeance. La meilleure forme n'est pas un acte que l'on pose, c'est une vie que l'on mène. Chaque moment heureux avec mes enfants. Chaque blague privée avec Kendra. Chaque dimanche matin tranquille, sans rien à craindre. Chaque jour ordinaire dans une vie que j'ai construite à mes conditions. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus bouleversantes qui se déroulent tout autour de vous.